Donc c'est important de trouver les bonnes inspirations qui sont en phase avec la personne que je veux devenir. Et ensuite, si j'ai les bonnes inspirations, je vais m'intéresser à comment cette personne a fait pour faire ceci. Quelles sont les actions qu'elle a posées pour pouvoir m'en inspirer et savoir quel est le plan d'action que moi, à mon tour, je devrais mettre en place. On apprend tout le temps. Il n'y a pas un moment où on peut dire qu'on est arrivé, on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a pas besoin de connaître, d'agrandir notre réseau. Je pense que la vie, c'est l'apprentissage et c'est un apprentissage quotidien. Il n'y a pas d'arrêt. C'est OK d'être mère au foyer, c'est OK d'élever des enfants, mais c'est aussi OK d'être professionnellement développé, de faire des formations, de développer des compétences. On peut forcément être tout ce que l'on veut sans qu'il y ait forcément de limites. Une personne préparée va au combat préparé. Mais lorsque je sais que je ne suis pas préparée, je vais penser à toutes les difficultés, alors que la préparation est le moyen par lequel j'anticipe les épreuves et j'anticipe les difficultés. Je suis Emilia Mambisa Mokengo, entrepreneur. Je suis engagée dans l'autonomisation des femmes par le biais de mon association Féminia, par laquelle je suis présidente, mais également à la tête du cabinet Emienco, qui est spécialisé dans la communication, l'événementiel ainsi que la formation, et également à la tête de Femmes d'influence, une marque féminine d'empowerment. Beaucoup de jeunes femmes disent: je me cherche encore, je ne sais pas encore quoi faire. Est-ce que vous aussi, à un moment, vous vous êtes sentie perdue malgré vos diplômes et vos compétences? Alors, je me suis pas vraiment sentie perdue, mais c'est vrai que j'ai pris le temps d'apprendre à me connaître, d'identifier mes passions et prêter une forte attention à mes centres d'intérêt. Très souvent, on ne prête pas attention à ses passions, à ce qu'on aime de manière très naturelle, avec un peu notre naïveté d'enfant. Et moi, finalement, c'est dans ça que je me suis retrouvée. J'étais enfant, j'étais vraiment une jeune fille qui aimait beaucoup parler et à chaque fois, on me disait que j'étais une pipelette à l'école et c'était mon défaut à ce moment-là. Mais finalement, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt pour la communication, pour les métiers du journalisme, pour les métiers des médias. Et finalement, c'est un peu ce dans quoi je me suis tournée, ce dans quoi je me suis développée. Donc, je dirais, lorsqu'on est perdu, il faut vraiment identifier qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on aime faire naturellement et qui nous demande pas d'effort et se concentrer dessus pour trouver déjà le domaine d'activité dans lequel on souhaite se développer. Si vous devrez identifier aujourd'hui le tout premier déclic qui a donné une direction à votre vie, ce serait lequel? Le premier déclic qui a donné une direction à ma vie, je dirais la première fois que j'ai organisé un événement pour les femmes. Alors, étant étudiante, j'ai organisé des événements au sein de mon université. Et c'est vrai que c'était vraiment une passion pour moi parce que j'avais déjà identifié un peu mes compétences d'organisation, de planification et ce côté de vouloir fédérer, rassembler un peu les gens autour d'une thématique. Et lorsque j'organise mon premier événement, donc en France, qui s'appelle l'Afropéenne, donc c'était une volonté de rassembler toutes les femmes africaines en France. C'était vraiment un petit événement qui a rassemblé, je crois, 70 personnes. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, j'ai envie de mettre en lumière les femmes africaines en France. Et il s'avère qu'aujourd'hui, je fais un peu, pas l'inverse, mais je suis venue dans mon pays d'origine rassembler les femmes congolaises. Donc j'ai toujours eu cette volonté de mettre en lumière les autres femmes. Et c'est vrai que cet événement m'a permis de me rapprocher de mon pays d'origine, de me rapprocher de la terre-mère qui est l'Afrique, et du coup de développer vraiment une appétence pour l'Afrique, pour la femme, pour l'autonomisation de la femme, son indépendance et sa volonté de s'épanouir en tant que femme dans tous les domaines. Avant de lancer votre premier événement pour les femmes congolaises, qu'est-ce qui vous faisait le plus peur? L'échec, le regard des autres ou le manque de légitimité? Alors, je suis née à Brazzaville, mais j'ai grandi en France. Lorsque je reviens en 2021 à Brazzaville, je connais personne, je n'ai pas de facilité à créer ou organiser un événement, j'ai pas de réseau et c'était un peu, ma difficulté finalement, c'était, comment, je peux m'épanouir dans mon pays d'origine, comment je peux créer un réseau et mettre à disposition les compétences que j'ai. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce petit côté de légitimité, parce que je viens de l'étranger, je viens sur un terrain que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, mais j'ai quand même cette volonté de bien faire, mais c'est vraiment pas facile finalement.
Parce que lorsqu'on ne connaît personne, on n'a pas le numéro des bonnes personnes. Donc, il faut connaître du monde, il faut connaître les bonnes personnes. Et ensuite, il faut connaître le terrain, savoir quels sont les besoins qui sont déjà existants et comment moi, je peux parer à ça en tant qu'entrepreneur, en tant que femme. Donc, vraiment, il y avait on va dire, il y avait un peu ce challenge d'être légitime. Est-ce que moi, étant congolaise, mais vivant à l'étranger, revenant au Congo, j'allais être accueillie comme il se doit? Et c'est vrai que c'était un peu ce petit challenge qui était un peu difficile parce que dans la réalité, on voit les personnes qui viennent de France comme des personnes qui pensent tout savoir, qui pensent tout connaître. Et moi, je pense que c'est une réalité qu'on arrive en se disant, bah voilà, j'ai un bac plus 5, je suis intelligente, j'ai de l'expérience, donc je vais venir ici en un claquement de doigts, je vais réussir en fait. Et finalement, quand on arrive sur le terrain, on comprend. On comprend que c'est pas si facile et que ça demande du temps, de la patience et surtout de la constance. Comment avez-vous fait concrètement pour passer de j'y pense à je le fais? Alors, il faut savoir que je suis une personne très audacieuse. Je suis une personne très audacieuse, j'aime beaucoup les défis, j'aime les relever. Je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment peur de la difficulté et des challenges. Donc, lorsque j'ai une idée, bah, en fait, j'ai forcément envie de la réaliser et je vois d'abord les opportunités, le côté positif avant de voir le côté difficulté et négatif. Donc, finalement, quand je pense à une idée, bah, pour être épanoui, pour être en phase avec moi-même, j'ai forcément besoin de réaliser. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui va vouloir euh, je suis pas tant que ça dans la perfection, parce que les personnes qui sont dans la perfection souvent ont du retard dans la réalisation de leur projet, parce qu'ils attendent que ce soit parfait pour le faire. Alors que moi, j'ai une idée, ben je vais le faire et soit ça passe, soit ça casse. Et au pire, ben, j'apprendrai. Je tirerai des leçons de cette expérience pour progresser et pour m'améliorer après. Donc, j'y pense, je mets en place un plan d'action et ensuite je le fais, je suis mon plan d'action. Avec le recul, qu'est-ce qui bloque réellement les jeunes femmes? Le manque d'opportunités, le manque de compétences ou le manque de confiance? D'un point de vue global, si je parlerais de la femme en général, je dirais que beaucoup d'entre nous peuvent avoir un manque de confiance, mais finalement, c'est pas le manque de confiance, c'est plus, si on doit être précis, c'est plus, il y a un problème d'estime de soi. La confiance, c'est la capacité à réaliser des choses, alors que l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde. Et très souvent, on peut avoir un problème d'estime, mais réaliser certaines choses, et ça arrive avec beaucoup de femmes. Mais très souvent, quand on a un problème d'estime, on va rencontrer différents challenges sur notre parcours. Et je trouve que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur valeur. Et la valeur, finalement, c'est un peu le regard que bah, nos parents ont eu sur nous durant l'enfance. Et c'est pour ça que très souvent, bah, il y a plusieurs personnes qui ont des blessures intérieures qui leur posent des problèmes. Lorsqu'on a différentes blessures intérieures, on a un problème avec le regard des autres. On se sent très souvent critiqué ou on n'est pas à la hauteur. Donc moi, je pense que c'est plus un problème d'estime de soi. Lorsqu'on a une bonne estime de soi, on peut mieux développer notre confiance en soi et du coup notre capacité à réaliser des choses. Maintenant, c'est vrai que plus on gagne en compétences, plus on a confiance en soi. Lorsque je sais que je peux maîtriser certains domaines d'expertise, je suis en capacité de faire ceci ou cela, bah, forcément, je vais avoir plus confiance en moi et je vais être à l'aise avec moi, avec mon parcours. Maintenant, concernant le manque d'opportunités, pour moi, on ne doit pas chercher forcément les opportunités, mais on peut les créer. Et finalement, c'est en posant des actes dans notre parcours professionnel que les opportunités aussi se créent. Il faut absolument se dire, OK, j'ai envie de faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de cet objectif? Et forcément, les opportunités, je trouve qu'elles viennent à nous lorsqu'on est dans le bon couloir. Comment construit-on un réseau quand on ne connaît personne sans se sentir opportuniste ou illégitime? Alors, pour se créer un bon réseau, pour moi, il faut beaucoup, beaucoup d'audace. Et je sais que je suis quelqu'un de très extraverti et les personnes introverties, très souvent, ont les difficultés à aller vers les autres, à contacter les personnes. Mais je pars du principe où j'ai un projet de vie, j'ai envie de réaliser certaines choses et j'ai besoin d'entrer en contact avec d'autres personnes. Donc, je mets mon ego de côté, j'ai pas d'orgueil. Je sais que je suis dans le. En fait, il faut savoir travailler avec les autres. Très souvent, on est très égoïste. On a envie de réussir seul. On a envie d'être seul dans notre couloir. Alors que je pense, mon fort, c'est que je sais travailler avec les autres. Je sais mettre en lumière les autres. Donc, lorsque je veux avoir le contact d'une personne qui peut m'aider à développer un projet, euh, je vais d'abord m'informer sur quel est le besoin de cette personne.
Parce que finalement, le réseau, c'est du donnant-donnant. C'est j'ai besoin de quelque chose, mais la personne qui est en face de moi a sûrement besoin de quelque chose. Tout être humain, tout professionnel a un besoin à un moment donné. Et c'est me poser la question, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne-là? Et très souvent, on va se dire, non, mais moi, je ne fais pas grand-chose, je ne peux pas apporter quelque chose à ça, alors que pas du tout. On a toujours un besoin à un moment donné dans notre parcours professionnel et il faut savoir se rendre utile pour les autres, il faut savoir être au service des autres. En fait, le secret, c'est vraiment être au service des autres. Si vous êtes au service des autres, ces personnes-là auront la bienveillance et de la considération pour vous aider en retour. Donc moi, je pense que vraiment, c'est lorsqu'on donne, on reçoit. Mais il faut d'abord donner et pas seulement dire ah je vais tirer profit auprès de telle personne. Il faut vraiment être dans le donnant-donnant. Et je pense que ça ne peut que porter ses fruits. Beaucoup de jeunes disent le contexte au Congo est compliqué. Vous qui êtes revenu volontairement, qu'est-ce que vous répondez à ça? Hmm. Est-ce que le Congo est compliqué? Moi, je pense que chaque pays a ses challenges, a ses avantages et ses désavantages. En vrai, je viens de France. La France, c'est pas si simple. Donc, je pense que oui, le Congo a sa particularité. J'ai beaucoup appris, j'ai pris le temps d'apprendre à connaître comment les gens pensent, comment les gens réagissent, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Donc, je pense que ça demande beaucoup de temps d'observation et d'être à l'écoute des conseils des personnes qui sont expérimentées et qui maîtrisent en fait finalement le pays pour répondre plus stratégiquement aux besoins. En tout cas, être une valeur ajoutée dans ce que je fais au quotidien. Donc, je pense qu'il ne faut pas rester sur ah, c'est compliqué, ah, c'est difficile, ah, là-bas, parce que je l'entends beaucoup venant de Congolais de la diaspora, déjà. Et ici aussi, je l'entends. Mais en fait, à force d'avoir ce discours-là, déjà, la diaspora ne a cette frayeur à revenir au pays parce qu'ils entendent, et ça, souvent, ce sont les parents. Tiens, d'ailleurs, les parents ont tendance à nous vendre le Congo qu'ils ont vécu avec leur traumatisme à eux. Ça veut dire qu'ils ont vécu la guerre, ils ont vécu des difficultés, ils ont vécu des choses qui n'étaient pas forcément positives. Et ils ont tendance à le transmettre à leurs enfants en disant bah, si tu vas au Congo, qu'est-ce que tu vas faire? Le pays est comme ci, le pays est comme ça. Sauf qu'un pays a besoin tant des Congolais qui sont en local que ceux de la diaspora. Parce que la diaspora, c'est un peu comme un peu la fuite des cerveaux. Ça veut dire qu'on a besoin de revenir dans notre terre-mère parce que c'est notre pays et on fait partie aussi du développement qu'il soit économique ou autre de ce pays. Donc il faudrait déjà que les parents ou les autres Congolais qui ont cette mentalité de changer en fait. Parce que chaque pays a son lot de difficultés et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, on le voit. Il n'y a pas un pays qui est parfait, qui n'a pas de difficultés. Mais maintenant, il faut parer à ça. Moi, je dis toujours, il faut rester positif, mais surtout, il faut voir, OK, il y a des problèmes, mais qu'est-ce que moi, je peux apporter? Et si je peux rien apporter, ben, autant rester silencieux, j'ai envie de dire. Quelles sont les réalités sur l'entrepreneuriat ici que le terrain vous a appris? Alors, la réalité sur le terrain que j'ai pu apprendre, hum, la constance. La constance, c'est important, en fait, de répéter certains actes tout le temps, plusieurs fois. Plus on est constant dans les projets qu'on mène, plus on gagne en crédibilité et aussi en légitimité. Parce que lorsque j'ai un projet, je m'y attelle à le réaliser et je continue de le faire avec une certaine constance, on prend plus au sérieux mon projet. Parce que je sais que lorsque j'ai lancé le Congo féminin, honnêtement, il y a des personnes qui m'ont dit mais tu vas pas tenir 2 ans. Tu vas faire une première édition, une deuxième, mais tu vas t'arrêter. Et finalement, le fait qu'aujourd'hui, je sois arrivée à la 5e édition, bah, ça surprend. Mais en même temps, il y a plusieurs entreprises, partenaires, sponsors qui veulent travailler avec moi parce que j'ai gardé cette constance qui vient finalement appuyer la vision que j'avais. Donc, lorsque j'ai vendu l'événement à la première édition, on peut voir que la vision reste la même, mais le projet ne fait que se développer. Donc, moi, je dirais vraiment, c'est important d'être constant dans tout ce qu'on fait, d'avoir la vision, de voir loin. Lorsqu'on a un projet, il ne faut pas voir dans 2 mois, 3 mois comment il va se réaliser. Il faut voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans où est-ce que je veux aller. Parce que plus je vois loin, plus les actions que je vais mener au quotidien vont forcément rentrer dans ce cadre-là, dans ce processus-là. Et vraiment, le Congo, c'est un processus. Vraiment, l'expérience au Congo, le mot, c'est vraiment, c'est un processus. Dans ce processus, il y a la patience. Les choses sont assez lentes. Souvent, je me plaignais que les choses étaient assez lentes parce que, en fait, dans mon parcours professionnel,
c'était beaucoup plus vite. Et là, finalement, je suis arrivée dans mon pays où c'est lent, les choses sont lentes, on n'a pas des réponses maintenant. Mais j'ai beaucoup appris à être patiente, à être assez discrète dans ce que je fais, dans mon travail, être bien entourée. Parce que je pense que selon le secteur d'activité que vous avez, bien entendu, il faut être bien entouré des bonnes personnes qui peuvent vous permettre de progresser, de rester positif, parce que lorsqu'on n'est pas bien entouré, ça a forcément un impact dans ce que l'on fait. Donc, je reste bien entourée et je ne suis pas dans la quantité, mais je suis dans la qualité. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Moi, j'ai juste besoin d'avoir des personnes qui sont autour de moi, qui peuvent être un plus, qui peuvent me motiver, qui peuvent me conseiller, qui peuvent me corriger. Et j'ai pas besoin d'être. En fait, il faudrait tellement rester concentré que je prends vraiment au sérieux. euh, c'est vrai qu'on parle de professionnel, hein, mais finalement, lorsqu'on est dans une mission de vie, ce que je fais, c'est une mission de vie. Moi, j'ai trouvé ma mission de vie, ce à quoi je suis appelée à faire, les choses que je peux apporter à d'autres femmes. Et je sais que lorsque tout est aligné, en fait, je prends tout au sérieux. Mon travail, ma vie personnelle, en fait, tout est aligné. Et c'est important vraiment d'être dans un processus de progression dans tous les domaines de sa vie. Et c'est ce qui fait finalement qu'on est aligné avec soi-même. Pour vous, qu'est-ce qui compte le plus entre l'impact et l'image? Alors, ce qui compte le plus entre l'impact et l'image, si on compare les deux mots, je dirais l'impact, forcément, parce que ce que je fais n'a pas pour but d'être populaire, d'être aimé, choyé. C'est pas ça le but, c'est vraiment d'apporter une solution dans la vie de certaines femmes, de les aider finalement à gagner en confiance, à s'épanouir, à réaliser leurs projets et à parer à un lot de difficultés qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Mais l'image, alors moi quand j'entends image, j'entends pas forcément apparence. Parce que c'est vrai que quand on dit image, on peut penser à la beauté, être belle, maquillée, bien habillée. Alors moi, je vais parler plutôt de l'image, mais vraiment dans le sens de l'apparence, où c'est forcément comment les gens vont nous percevoir dans un secteur, dans un milieu. Et je pense que lorsqu'on est professionnel, pour moi qui suis dans un domaine forcément qui est lié à l'apparence, hein, c'est important pour moi d'avoir une apparence soignée qui rentre dans des codes. Alors, je vais m'expliquer. Selon votre secteur d'activité, en fait, il y a des codes. On est dans une société où il y a des codes pour attirer des personnes à vous, il y a des codes que vous devez maîtriser pour être familière à un domaine en particulier. Et moi, j'ai beaucoup lu des livres, en fait, hein, dessus, qui m'ont permis de savoir comment communiquer d'une certaine manière dans tel ou tel domaine. Parce que je ne peux pas parler de la même manière dans un domaine, enfin, si je suis avec ma famille et dans un domaine où je suis avec un rendez-vous professionnel. Et finalement, l'apparence, c'est l'image que l'on renvoie par le look, par le maquillage, etc. Mais c'est aussi comment on communique. C'est aussi le langage corporel. Enfin, ça englobe un tas de choses qui doivent être maîtrisées selon le corps de métier dans lequel vous voulez vous développer. Donc, et la communication joue un grand rôle. Votre manière de communiquer, votre manière de parler va forcément attirer des personnes. Mais lorsque vous rentrez dans une pièce, vous parlez pas encore, on vous regarde à votre manière d'être. Et aujourd'hui, je pense que vous le savez très bien, si vous venez habillé comme une personne un peu étrange, bah en fait, et que vous venez à un rendez-vous, vous voulez demander un service à quelqu'un, mais il y a très peu de chances qu'on vous l'accorde. Donc forcément, je dois faire attention à l'image que je renvoie. Et si je veux renvoyer une image d'une femme confiante, une femme qui croit en ses rêves, une femme qui veut se réaliser, bah, je dois ressembler également à ça. Donc je pense que l'impact doit être un objectif et l'image ou l'apparence doit être un canal par lequel j'atteins cet objectif. Selon vous, qu'est-ce qu'une vraie femme d'influence aujourd'hui? Alors, une femme d'influence, qu'est-ce que c'est une vraie femme d'influence? Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de vraie ou de fausse. Soit on est une femme d'influence, soit on ne l'est pas. Mais je dirais que c'est une femme qui, euh, qui connaît son identité de femme, qui connaît ses valeurs, qui connaît autant ses qualités que ses défauts, mais surtout qui accomplit des choses et qui apporte une solution dans la vie des autres, vraiment qui est au service des autres. Pour moi, une femme d'influence, elle va avoir son domaine d'expertise, elle va avoir une expertise, elle va vouloir créer certaines choses pour apporter des solutions aux autres, parce que son but, c'est avoir un impact dans son environnement. Et quand je parle d'environnement, c'est pas forcément être une star, passer à la télé, c'est pas ça. L'environnement, ça peut être votre petit cocon familial où on sait que bah, lorsque vous entrez dans une pièce, vous êtes une personne très positive, très chaleureuse, vous savez conseiller les personnes, et lorsque vous dites deux, trois mots, bah,
la personne, elle trouve une solution par votre existence. Donc vraiment, une femme d'influence, c'est une personne confiante, qui croit en elle, qui s'accomplit. Lorsqu'elle veut faire quelque chose, elle le fait. Et lorsqu'elle le fait, elle est passionnée, elle est engagée, elle est résiliente. En tout cas, elle développe sa résilience pour faire face aux épreuves et toujours se réaliser, mais surtout être au service des autres. Je pense qu'on ne peut pas vouloir être une femme d'influence en étant à son propre service. Il faut absolument être au service des autres parce que finalement, ce sont les autres qui disent que vous êtes une femme d'influence. C'est pas vous-même, vous allez dire ah ben voilà, je suis une femme d'influence. C'est plutôt les autres qui vont attester par les choses que vous avez créées, l'apport que vous avez pu avoir dans la vie des autres, qui vont dire bah telle personne, franchement, c'est une femme d'influence, et puis elle influence positivement. Parce qu'encore une fois, il faut influencer positivement, parce qu'on peut aussi influencer de manière négative. Donc il faut vraiment avoir cette aura positive qui change la donne quand vous rentrez dans une pièce. Pourquoi est-il dangereux de rester seulement spectatrice de contenu inspirant? Alors, c'est bien d'être inspiré par des femmes, par des projets, par certaines choses. C'est une très bonne chose parce que je pense que tout être humain a besoin d'avoir sa dose d'inspiration pour se motiver et pour mettre en place des choses. Mais maintenant, il ne faut pas rester à observer, vraiment à ne faire qu'observer. Parce que finalement, lorsque vous voyez des comptes inspirants, des comptes qui vous motivent au quotidien, qui vous donnent envie d'eux, mais l'action, c'est vous qui la posez. La personne n'est pas responsable de votre choix de passer à l'action ou pas. Et vous pouvez être abonné à 1 million de comptes et ne rien faire dans la réalité. Et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes qui vont liker, qui sont motivées. Je commence la journée du lundi, Monday Motivation, j'ai envie de changer ma vie. Ou encore, je vais à un événement, je suis motivée, j'ai écouté tout ce que les experts ont dit, j'ai envie de changer de vie. Mais en fait, dès que j'arrive chez moi, en fait, j'ai une baisse, j'ai plus cette inspiration-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à, OK, je veux être inspiré, bien trouver la bonne inspiration parce qu'il y a des inspirations qui ne vous correspondent pas, qui ne vous parleront pas dans la réalité ou qui du moins ne resteront pas longtemps dans votre état d'esprit. Et je pense que l'état d'esprit doit être environné des choses qui vous conviennent. Et très souvent, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir des personnes qui nous inspirent dans notre domaine de prédilection. On ne peut pas être inspiré et influencé par tout le monde. Il faut trouver les personnes qui, lorsque vous les écoutez, lorsque vous les voyez, ça vous donne envie de progresser dans votre domaine à vous. Par exemple, pour moi qui suis dans la communication ou dans l'événementiel, je dois forcément trouver des personnes qui sont dans ce domaine-là. Si je vais trouver une femme qui est dans le domaine médical, en fait, oui, elle va m'inspirer. Mais à quel moment ça va me pousser à poser des actions? Parce que lorsque je vais regarder son parcours ne va pas convenir aux choses que je dois faire maintenant. Donc, c'est important de trouver les bonnes inspirations qui sont en phase avec la personne que je veux devenir. Et ensuite, si j'ai les bonnes inspirations, je vais m'intéresser à comment cette personne a fait pour faire ceci. Quelles sont les actions qu'elle a posées pour pouvoir m'en inspirer et savoir quel est le plan d'action que moi, à mon tour, je devrais mettre en place. Qu'est-ce que le Congo au féminin apporte concrètement que les réseaux sociaux ne peuvent pas offrir? Le Congo féminin est un salon annuel qui est dédié aux femmes. Nous sommes également sur les réseaux sociaux où on a une communauté, d'ailleurs maintenant de plus de 10 000 femmes qui nous suivent et j'en suis reconnaissante. Mais c'est vrai que l'événement en présentiel est très important. C'est vraiment l'événement pour moi le plus important parce qu'il me permet de mettre en lumière des femmes expertes dans leur domaine d'activité. Au Congo, lorsque je suis arrivée en 2021, lorsque je posais la question qui sont les femmes qui vous inspirent, j'avais beaucoup de modèles du Cameroun, de Côte d'Ivoire, enfin de pays extérieurs. Et j'avais rarement en fait des modèles congolais. Et ma volonté, c'était vraiment valoriser les femmes congolaises qui ont pu faire des choses ou qui continuent de les faire. Et le Congo féminin va rassembler plus de 35 femmes entrepreneurs, salariés à poste à haute responsabilité, femmes engagées, pour être les modèles en fait pour ces participantes-là qui sont des fois en absence de modèle. Et je trouve ça vraiment important de pouvoir participer à cet événement pour rencontrer ces femmes. Donc, passer un peu de l'inspiration, mais avoir des modèles pour savoir, comme je disais dans d'autres questions, ces modèles vont m'inspirer, mais je vais m'intéresser à elles maintenant pour savoir quel est leur parcours professionnel, comment elles ont réussi à faire ce qu'elles ont fait. Parce que chaque femme, avant d'arriver à un poste super important, a eu un parcours et parfois il y a vraiment un lot de difficultés. Donc, l'événement va permettre vraiment de se connecter à ces personnes-là, de se créer son réseau finalement,
parce que je peux aller vers ces femmes de manière très libre, leur demander leur numéro de téléphone, demander peut-être un rendez-vous parce que j'ai des questions dans un domaine précis et j'aimerais que cette personne puisse être comme un mentor. Je pense que c'est l'occasion de trouver un mentor qui peut m'accompagner au quotidien, me donner vraiment des conseils pour que je puisse progresser et développer ma carrière professionnelle. Donc c'est vraiment aussi le moyen de rassembler d'autres femmes qui ont les mêmes synergies, parce que finalement, je peux être une femme qui n'a pas confiance en moi, qui est introvertie, et des fois, je peux penser que je suis la seule à vivre ce que je vis. Alors que lorsque je vois qu'il y a plus de 400 femmes dans un même espace qui posent les mêmes questions que moi, qui a les mêmes centres d'intérêt, qui a les mêmes inquiétudes, les mêmes problématiques, en fait, je me dis, mais en fait, je suis pas la seule à traverser ça. Et il y a un peu cette solidarité féminine qui se crée et qui finalement est aussi un booster pour me dire, bah, ah oui, l'autre, elle dit qu'elle va faire ça, bah tiens, ça me motive, moi aussi, je dois me motiver et je peux aussi partager mes projets. Donc, c'est vraiment un tremplin pour chaque femme qui veut un peu avoir le déclic, qui veut un peu avoir ce coup de boost pour se lancer ou tout simplement progresser et passer à un niveau supérieur. À qui s'adresse réellement la cinquième édition du Congo au féminin? Aux femmes déjà établies ou à celles qui doutent encore? Le Congo au féminin s'adresse à toutes les femmes, autant celles qui se cherchent que celles qui sont établies, parce que je pense que on apprend tout le temps. Il n'y a pas un moment où on peut dire qu'on est arrivé, on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a pas besoin de connaître, d'agrandir notre réseau. Je pense que la vie, c'est l'apprentissage et c'est un apprentissage quotidien. Il n'y a pas d'arrêt. Et l'événement, il va s'adresser aux étudiantes, il va s'adresser aux femmes entrepreneurs, il s'adresse également aux mamans des marchés. Aux mamans des marchés aussi, elles ont leur place dans cet événement et d'ailleurs elles viennent depuis l'année passée et également aux personnes en situation de handicap qui vont participer à cette cinquième édition. Vraiment, le but, c'est de le rendre inclusif et que tout le monde puisse se retrouver selon les problématiques qu'il rencontre et sortir de là en ayant eu vraiment des ressources nécessaires pour se développer au niveau où il est, tout simplement. Si l'on fait un retour sur les 4 éditions précédentes de Congo au féminin, quels ont été selon vous les apports réels et les impacts concrets du projet? L'impact du Congo féminin depuis la première édition. Alors, si je regarde au niveau des participantes, euh, beaucoup de participantes, beaucoup de femmes ici au Congo manquaient ce genre d'événement. Et puis même moi, la première, hein, lorsque je suis arrivée, à la recherche finalement de ce genre d'événement féminin, grand public, où l'on peut aborder tous les sujets. Autant on peut parler d'argent, de confiance en soi, de carrière professionnelle. Et je pense que le public a pu se retrouver également au niveau de ces thématiques. Donc je pense qu'il y a ce confort de se dire que toutes les thématiques peuvent être abordées et beaucoup d'entre elles ont pu vraiment trouver des idées de projets, ont pu lancer leurs activités. Parce que une anecdote, j'organisais un événement avec le PNUD, Objectif Parité avec le Congo féminin, et j'étais à l'université Malangwabi, et dans la salle, il y a une fille qui m'a passé un petit mot en me disant, bah, Madame Emilia, grâce à vous, j'ai lancé mon association il y a quelques mois et j'ai 20 adhérentes. Et donc, quand j'ai reçu ce mot, je suis partie la voir pour en savoir plus. Et elle me disait que, ben, en fait, je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Et lorsque je vous ai écouté, ben, je me suis dit, tiens, c'est le moment pour moi de me lancer et de faire vraiment les choses avec les moyens que j'ai. Et ce témoignage m'a beaucoup réconfortée dans ce que je fais. Et d'ailleurs, j'en reçois plusieurs, hein, mais ça me réconforte en me disant que cet événement, c'est pas juste pour parler. On n'est pas là pour passer un bon moment, pour manger, boire, rigoler. Ça a vraiment une profondeur, celle de vraiment changer les mentalités, changer l'état d'esprit des femmes qui peuvent se dire qu'en tant que femme, je suis limitée à ma condition d'enfanter, d'être mère au foyer. C'est lui dire qu'elle peut avoir toutes ses facettes. C'est OK d'être mère au foyer, c'est OK d'élever des enfants, mais c'est aussi OK d'être professionnellement développée, de faire des formations, de développer des compétences. On peut forcément être tout ce que l'on veut sans qu'il y ait forcément de limites. On peut tout faire en tant que femme, il n'y a pas de limite. Donc moi, je suis ravie d'avoir ce genre de témoignage et surtout, là où je suis vraiment ravie, c'est lorsque les personnes passent à l'action, lorsque les personnes créent, que ce soit une association, il y en a d'autres, elles créent des emplois.
Donc, elle crée une entreprise et elle emploie d'autres personnes. Et finalement, c'est un peu ça le but, c'est que chaque femme puisse se développer et participer à l'économie, surtout au développement économique du pays. Donc, le Congo féminin, c'est pour ça. C'est vraiment pour s'épanouir, c'est pour avoir un impact économique dans le pays et que chacune d'entre elles puisse se développer. Ce qu'elle disait avant ne pas pouvoir le faire, lorsqu'elle arrive au Congo féminin ou lorsqu'elle suit les contenus qu'on partage, c'est qu'elle se dise, en fait, je peux tout faire, j'ai pas de limite, je peux le faire. Si une femme n'a qu'une seule bonne raison de venir à cette édition, laquelle serait-ce? Alors, la seule bonne raison pour qu'une femme puisse participer au Congo féminin, c'est qu'elle se dirait que je veux changer la donne. Je veux changer la donne, je veux changer ma vie. Je veux prendre une décision, poser un acte qui va changer les choses. Et pour cela, je participe au Congo féminin pour avoir ce déclic, pour créer des synergies, rencontrer d'autres femmes, pour peut-être rencontrer mon fournisseur, rencontrer mon prochain partenaire. Mais vraiment, qu'il y ait un changement lorsque je sors de là et que ça me permette de développer mon activité. Ça me permette, en tant qu'étudiante, de trouver mon orientation professionnelle, savoir dans quel domaine je veux me développer, quel métier je veux faire. Et pour peut-être une maman des marchés, qu'elle puisse se dire qu'en tant que maman des marchés, je suis considérée et j'ai de l'impact, en fait, au Congo. J'ai de l'impact en tant que maman travaillant au marché. C'est pas juste un travail que je fais comme ça. Non, je suis considérée et je fais partie de cette souche féminine qui change la donne au Congo. Quel message veux-tu laisser aux jeunes femmes congolaises qui regardent cette interview et hésitent encore à se lancer? À une femme congolaise qui me regarde et qui a une idée ou un projet ou quelque chose qu'elle aimerait lancer, ou même un projet déjà lancé mais qui est peut-être en stand-by, je dirais, ben, lance-toi, n'attends pas, il n'y a rien à attendre, tout ne doit pas être parfait. Les difficultés font partie du processus, comme je le disais. La vie vient avec un lot de challenges et il faut être résiliente. Il faut être résiliente. Et je sais que chaque épreuve est une leçon pour nous permettre de nous développer, de nous progresser. Et il ne faut pas penser au négatif, il faut plutôt penser au positif qu'il peut avoir en me lançant, en lançant mon activité, etc. Donc vraiment, lance-toi. Maintenant, le secret, c'est la préparation. Finalement, lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on a de l'hésitation, souvent c'est parce qu'on manque de préparation. Une personne préparée va au combat préparé. Mais lorsque je sais que je ne suis pas préparée, je vais penser à toutes les difficultés, alors que la préparation est le moyen par lequel j'anticipe les épreuves et j'anticipe les difficultés. Donc, il faut se lancer parce que finalement, qu'on puisse réussir ou pas, c'est pas le plus important. Pour moi, le succès n'est pas le plus important. Réussir n'est pas le plus important. Ce qui va être le plus important, c'est de développer quelque chose, d'apprendre dans ce développement, dans ce processus, et surtout d'être toujours en phase avec la personne que je veux devenir. Donc, lorsqu'on oublie le succès, la popularité, qu'est-ce que les gens vont dire, le regard des autres, on se concentre sur ce que je veux faire et comment je vais le faire. Mais en fait, déjà, quand on a évacué un peu tous ces parasites autour, on se concentre sur ce qu'on veut faire, ben, on y va en fait. Donc vraiment se lancer et surtout se préparer. Prendre le temps de se préparer. Mais la préparation, elle ne doit pas durer 10 ans. Il ne faut pas prendre 10 ans pour se préparer et repousser à chaque fois à demain en procrastinant, mais vraiment prendre le temps de se préparer et croire en soi. Croire en soi et pour ceux qui prient, bah, croire en Dieu et croire qu'avec Dieu tout est possible. Et je pense que la réussite suivra de manière très naturelle, mais surtout l'apprentissage. Je pense que l'apprentissage est mieux que la réussite parce que lorsqu'on apprend, on s'enrichit de manière infinie.